Imagine, j'ai déjà tourné la vidéo, mais comme je suis con, j'ai effacé les rushs, et du coup je dois tout retourner. Non, je rigole, mais imagine quand même. Captain America, c'est le sujet du jour, MCU vs Comics, épisode 2, je sais que vous l'attendiez, je suis désolé du coup qu'il a pris du temps, je vous ai expliqué pourquoi au début, et on va attaquer directement avec Captain America First Avenger. On va commencer par le personnage de Steve Rogers, c'est que dire à part que c'est un des personnages qui diffère le moins de sa version comics dans le MCU. Vraiment, c'est le même gars, il est volontaire, il est patriote, malgré qu'il ait un corps de lâche, il est toujours prêt à se battre pour aller défendre les opprimés. Il est passionné par le dessin, et ça c'est important de le noter. C'est dommage qu'ils ont lâché ça par la suite, mais effectivement dans Captain America 1, on le voit souvent dessiner, rappelez-vous le petit singe sur le monocycle et tout ça, et dans les comics c'est quelque chose que Steve aime beaucoup faire, et du coup qu'ils ont gardé, et ça fait plaisir. Une fois doté du sérum de super soldat, il devient évidemment le mec parfait, grand, beau, baraqué. La petite différence, c'est que dans les comics, il a atteint ce qu'on appelle le pic de la capacité humaine. C'est-à-dire que Captain America, en fait, dans les comics, il n'a pas de super force, malgré son corps d'athlète parfait, là. Il est tout aussi fort, statistiquement sur le papier, que Daredevil ou que Black Widow, qui eux aussi ont atteint le pic de la capacité humaine. Dans le MCU, ils ont choisi de carrément lui donner de la super force, il arrête un hélicoptère à main nue. Dans les comics, il peut pas trop faire ça, mais bon, on va pas s'en plaindre, ça rajoute un côté spectaculaire au film. Évidemment, pour Captain America, on va s'étaler un peu sur les autres films où il apparaît, ça devient le leader né des Avengers, il est super doué pour faire des discours de fou, comme Rocket et Ant-Man le font remarquer dans Endgame, ça pareil, ils le sortent des comics où c'est lui qui ramène ce truc, c'est souvent lui qui dit Avengers Rassemblement, comme dans Endgame, même si ça s'est bien fait attendre. Il est évidemment digne de Mjolnir, qu'il a manié plus d'une fois. Concernant ses costumes, on a donc le costume classique avec les petites ailettes qui est tourné un peu au ridicule comme un espèce de costume de scène dans le premier film qui il ressemble trait pour trait au costume des comics mais était sans doute jugé trop ridicule pour être crédible à l'écran à cette époque. Il a jamais eu de costume trop militarisé avec carrément un gros casque et tout ça, à part dans l'univers Ultimate, mais bon voilà. Il a le costume bleu intégral, pas de masque et bouclier tout bleu, c'est tiré aussi des comics, c'est quand il est un Secret Avengers et qu'il n'est plus Captain America, il est simplement connu comme le commandant Rogers et il rapporte donc cet uniforme. C'est assez sympa puisque du coup ça se passe dans le deuxième film dans lequel il n'est plus trop lié au Shield, il se dissocie de tout ça, du coup c'est plutôt cohérent. Et bien sûr le point culminant de son design c'est dans Avengers Endgame quand il a la tenue avec les petites écailles qui fait vraiment plaisir. D'ailleurs dans ce film il prononce la phrase Heil Hydra, c'est une référence à la page qui a mené à cet événement qui est connu pour de bonnes ou de mauvaises raisons, on reviendra dessus une autre fois. Après concernant l'histoire même du personnage, à la fin du premier film donc il est congelé, c'est relativement ce qui s'est passé dans les comics. Dans ces derniers il est attaché à une fusée par le baron Zemo, la fusée elle décolle évidemment, elle explose et il finit projeté dans la flotte et congelé. Bon là il est dans un vaisseau un peu futuriste, c'est pas une fusée, c'est un peu plus crédible du coup, mais pareil il finit congelé. Il est retrouvé par le Shield qui le décongèle directement pour en faire un Avengers dans les comics. Et c'est un peu pareil, c'est les Avengers qui le retrouvent et qui le dégèlent et il en devient naturellement un membre. Autre similarité avec les comics, c'est la fin du personnage puisque à la toute fin d'Avengers Endgame, Steve est devenu vieux, il laisse le bouclier et ça s'est plus ou moins passé dans les comics. En effet un vilain l'avait envoyé dans une dimension parallèle dans laquelle il a perdu ses pouvoirs et donc vieilli. Il est devenu quand même le chef du Shield derrière sous l'alias toujours encore de commandant Rogers et il a transmis son bouclier à Sam à l'issue de ça. Du coup c'est un peu ce qui s'est passé, il a aussi transmis le bouclier à Sam dans les films et ce qui va être le commandant du Shield, ça on sait pas trop. Personnellement j'espérais beaucoup que Steve vieux ça allait être un autre acteur pour justement permettre ça. Là ils ont choisi de garder Chris Evans vieilli avec la technologie. On sait toujours pas où il est dans le MCU donc peut-être. Le deuxième personnage le plus important du film, c'est évidemment James Buchanan Barnes, alias Bucky. Dans le film, c'est le meilleur ami de Steve, il est grand, beau, fort, et il est évidemment enrôlé dans l'armée, alors que Steve, qui est chétif, ne peut pas y être envoyé. Et du coup, en fait,
La principale différence avec les comics, c'est que dans ces derniers, Bucky c'est un enfant, orphelin, qui traîne souvent autour de la base dans laquelle les soldats s'entraînent, et où il y a Steve qui fait devenir Captain America. Il est tellement là-bas qu'il finit par être adopté par la base qu'il en devient un peu la mascotte, d'où cet uniforme bleu et rouge qu'il porte, et il devient le sidekick de Captain America. Pourquoi est-ce qu'ils ont changé ça? Ben en fait, Captain America, il emmenait du coup un enfant mineur avec lui sur le champ de bataille faire la guerre. Et du coup c'est peut-être mieux que dans le film ils aient changé ça. Ils lui ont quand même donné un petit clin d'œil à son uniforme, puisque là c'est une espèce de veste bleu foncé avec un pantalon bordeaux. Ce qui est très cool dans les films, c'est que Bucky, en fait, il est déjà un peu cette espèce de mec parfait que tout le monde peut envier, dont Steve notamment, qui veut être comme lui. Et en fait, quand Steve devient le super soldat, et Bucky, au lieu d'être jaloux de lui, puisque Steve est devenu maintenant meilleur que lui, il va continuer à le soutenir, à être son pote, et ça, je trouve ça vraiment cool. Concernant Bucky, il connaît une fin différente et à la fois similaire aux comics dans les films, puisque dans ces derniers, il tombe d'un train dans la glace et meurt. Dans les comics, il est lui aussi attaché à la fusée par le Baron Zemo et il meurt dans l'explosion. Ça fait déjà 2 fois qu'on parle du Baron Zemo, il est absent dans le film et il est même absent dans tout le MCU. Et oui, je parle de Heinrich Zemo et non pas Helmut Zemo dont on va parler plus tard. Un petit easter egg super sympa qu'il y a au début du film quand ils vont à l'espèce d'expo du futur, c'est que dans un espèce de tube, on voit un costume d'homme rouge. Et en fait, c'est pas n'importe qui, c'est Jim Hammond. Jim Hammond, qui c'est? C'est lui, la Torche Humaine, le tout premier super-héros de Marvel Comics qui est apparu en même temps que Namor, le roi d'Atlantis. Et c'est un androïde qui a été créé par le professeur Horton. Tout comme Captain America et Bucky, ils se battaient contre les nazis durant la Seconde Guerre mondiale, et c'est un petit easter egg plutôt sympa de l'avoir mis dans le film à cette manière. C'est à l'exposition qu'ils vont faire la rencontre du professeur Abraham Erskine. Vous voulez tuer des nazis? Il est relativement similaire à sa version comics, en tout cas c'est 2 personnages qui apparaissent pas énormément. Il va effectivement créer dans les 2 médias la formule de super soldat. La différence principale, c'est que dans les comics, elle va être utilisée encore et encore. Notamment, ça va donner naissance à Luke Cage, à Sentry, à Nuke, etc., etc. Des figures importantes du monde super-héroïque, héros comme vilains, alors que dans le MCU, au final, c'est pas si recréé que ça, et les rares fois où ils le font, ça donne naissance à des personnages plutôt random. Bref, Steve va être du coup sélectionné pour rejoindre le programme de super soldat comme candidat potentiel malgré son corps de lâche, et au camp Leg, il va rencontrer du coup Peggy Carter. Et j'ai pas grand chose à dire sur Peggy Carter, puisque dans les comics, c'est un personnage qui est pas si important que ça. Effectivement, elle rencontre Steve là-bas, et effectivement, elle est fondatrice du Shield, mais ils lui ont donné une plus grosse importance dans la vie de Captain America dans le MCU que dans les comics. Vous allez comprendre pourquoi un peu plus tard. On retrouve aussi au camp Leg le colonel Chester Phillips. Pareil, il est tiré des comics, à part ça, j'ai rien à dire sur lui, c'est un personnage mineur, mais voilà, il vient pas de nulle part. On va rester du côté des gentils quelques temps, puisque dans le film apparaissent également les Howling Commando, commando hurlant en français, cette escouade de soldats d'élite, composée des meilleurs soldats d'un peu tous les pays qui participent à la guerre. Et du coup, on retrouve le célébrissime Dum Dum Dugan, chapeau melon, big moustache, on a l'asiatique Jim Morita, on a l'afro-américain Gabe Jones. Et pour les 2 autres, il y a une petite différence qui pour le premier est assez bizarre et pour le deuxième plutôt sympa. Le premier c'est l'italien Dino Manelli qui est du coup absent du film. À la place ils ont mis Jacques Dernier, un français. Alors Jacques Dernier c'est un personnage de comics lui aussi. Il est simplement membre de la résistance dans ces derniers et pas des commandos. Et en fait ce qui est chelou c'est que l'acteur qui joue Jacques Dernier il s'appelle Bruno Ricci. Donc c'est un acteur italien. Et ils ont supprimé l'italien du commando pour en mettre un français. Je comprends pas trop ce choix, mais bref. Et le second, c'est Pinky Pinkerton, qui est un membre des Howling Commando britanniques. Il est connu pour porter un béret rose, c'est pour ça qu'il s'appelle Pinky. Et en fait, si vous regardez bien le film, il y a effectivement un Britannique. Il porte le drapeau sur l'épaule, il porte le béret rose, mais c'est pas Pinky Pinkerton, malgré son apparence physique, c'est James Falsworth. Et c'est un petit easter egg plutôt sympa, parce que James Falsworth, en fait, c'est le tout premier Union Jack. Donc voilà, Union Jack est dans le MCU. On va passer sans plus attendre aux méchants du film, et on va commencer par celui auquel vous ne vous attendez sûrement pas. En effet, c'est Gilmore Hodge, donc le soldat qui est un peu méchant avec Steve au début quand ils arrivent au camp, qui est aussi membre du programme. Et en fait, dans les comics, il existe aussi, et son histoire est plutôt la même. Sélectionné au programme, c'est pas lui qui est choisi pour avoir le sérum de super soldat, et la différence avec le MCU, c'est que dans les comics, il rejoint carrément les nazis. C'est un peu extrême comme réaction quand même. Le personnage de Heinz Kruger, lui aussi est tiré des comics, et lui aussi a la même histoire, la même importance. C'est l'homme qui tue tout simplement Abraham Erskine après que Steve a été transformé en super soldat.
Voilà, bien sûr vous n'êtes pas là pour parler de ces gus, vous voulez qu'on parle des vrais gros méchants. On va juste faire une petite parenthèse par Arnim Zola, le scientifique suisse d'Hydra. Voilà, pareil, il est tiré des comics, hein, il est un peu chétif, toujours caché derrière Crâne Rouge, toujours inventeur de gros trucs, on reparlera de lui plus tard. Parlons de ceux-là que vous attendez tous, Crâne Rouge. Du coup, Crâne Rouge, c'est un bon gros nazi, le chef de l'Hydra, la branche scientifique en fait des nazis à la base. Et la différence principale avec les comics, c'est que dans ces derniers, Crâne Rouge, il porte un masque de crâne rouge, alors que dans le MCU, c'est l'inverse, il porte un masque de peau sur son crâne rouge. Alors comment est-ce que le truc du crâne est arrivé? En gros, dans les comics, il utilise quelque chose qui s'appelle la poudre de mort, qui n'est pas présente dans le MCU, et en fait, il va finir par se prendre sa propre poudre dans la gueule, ça va coller son crâne à son crâne, et ça va en faire crâne rouge. Dans le MCU, c'est un peu différent, puisqu'il va lui aussi essayer de recréer le sérum de super soldat, et c'est en se l'injectant qu'il va prendre cet aspect repoussant. Il va donc avoir des super pouvoirs, donc de la force, de la résistance, c'est quelque chose qu'il n'a pas dans les comics. Crâne Rouge n'a pas du tout de pouvoir dans les comics. Quand il se fait taper par Captain America, hein, il fait dodo. En parlant de nazis tapés par Captain America, dans le spectacle que Steve donne un peu partout, il met un coup de poing à Hitler, c'est une référence à une couverture très connue des comics où il met un coup de poing à Hitler. Et du coup, l'ami Crâne Rouge, et ben en fait, son histoire, elle va aussi un peu changer, puisque dans les comics, il est placé en animation suspendue à la fin de la guerre dans un bunker, donc en gros, il est congelé lui aussi, et il revient dans le présent. Dans le MCU, il est désintégré par le cube cosmique, et on le revoit plus jamais. Alors pourquoi ils ont fait ça? En fait, je peux comprendre, parce qu'ils veulent développer évidemment d'autres méchants, plutôt que de remettre Crâne Rouge encore et encore, parce que oui, dans les comics, c'est toujours lui, dans le présent, le Némésis de Captain America. Et en fait, il va cloner Captain America, il va faire plein de manigances avec le cube cosmique. Et d'ailleurs, le cube cosmique, parlons-en. Dans les comics comme dans le MCU, il est obsédé, fasciné par ce petit cube bleu. Et en fait, il va pas mal changer aussi ce cube dans le MCU. Dans les comics, le cube cosmique est un artefact qui permet de réécrire la réalité. Donc Crâne Rouge va beaucoup servir et dont on va encore parler dans la vidéo. Dans le MCU, ils ont appelé ça le Tesseract. Ils en ont fait un truc lié au dieu asgardien et surtout une pierre de l'infini. Et ça par contre, dans les comics, le cube cosmique n'est pas du tout une pierre de l'infini, même si c'est aussi puissant qu'une de ses reliques. Là ils ont un peu modifié les deux, ce qui encore une fois est compréhensible, c'est pour pas mettre trop d'artefacts qui manipulent la réalité, donc je comprends. Et à la fin du film, du coup, on découvre Nick Fury, puis qui retrouve Captain America congelé, et si je parle de Nick Fury, c'est parce qu'il est normalement présent dans les aventures de Captain America. Et oui, on a parlé des commandos hurlants, dans le film ils sont dirigés par Captain America, et il y a Bucky qui en est membre. Dans les comics, c'est une équipe à part, même s'ils vont travailler parfois avec Captain America, leur leader, c'est Nick Fury. Et il n'est pas présent du tout dans l'intrigue du film, Fury, parce que il est relativement, même très différent de sa version comics. Je parle pas que de la couleur de peau, mais voilà. Dans les comics, Nick Fury, il s'est injecté la formule d'infinité qui le fait vieillir lentement. Et ce qui explique qu'en 60 ans, le mec n'est pas vieilli et que Steve peut retrouver un ancien allié. Là, ils ont choisi d'enlever ce détail-là, et donc c'est Steve qui est le leader des commandos. On a à peu près fait le tour pour ce premier film, on va passer sans plus attendre au deuxième volet, Captain America, le soldat de l'hiver, un des meilleurs films du MCU pour beaucoup de personnes, dont moi. Et en fait, si c'est un des meilleurs films, je pense que c'est pas pour rien. Ça s'inspire énormément du run de Brubaker sur Captain America, qui est considéré par tous les fans du personnage comme le meilleur run sur Captain America. C'est là qu'on a vu pour la première fois le soldat de l'hiver, dont on va parler tout de suite. Et c'est également inspiré d'un autre run dont j'ai oublié le nom, je suis désolé, où le Shield se fait justement infiltrer de l'intérieur par l'Hydra. Et là, ils l'ont tourné vraiment au max, genre carrément, ça a infiltré les hautes sphères du gouvernement mondial et tout ça. C'était plutôt intéressant, c'était un excellent film, et on va voir les personnages tout de suite. Donc, je vous le disais, Bucky est tombé dans la glace et est mort. Il était sur la fusée, il a explosé, il est mort, et bien dans les deux cas, c'est faux. Il se fait retrouver par l'URSS et il est transformé en arme vivante. Il lui greffe donc son bras en métal puisque dans l'explosion et sûrement dans la chute dans le MCU, il a perdu un bras. Et il lui lave le cerveau continuellement pour en faire une arme, le congelant et le décongelant dès qu'ils ont besoin de lui pour l'envoyer en mission d'assassinat. C'est pour ça qu'il se retrouve à avoir 130 ans mais qu'il n'a pas vieilli physiquement. En fait, il était souvent placé en animation suspendue, souvent son cerveau se faisait laver. Et en fait, c'est la même histoire, MCU ou comics. La grosse différence, c'est que dans le MCU, on le verra par la suite dans les autres films et dans sa série, il va éprouver énormément de remords concernant ses actes. Et dans les comics, c'est pas qu'il s'en bat les couilles, mais il va continuer d'être le soldat de l'hiver, sauf qu'il va se battre du côté du bien, quoi.
il va pas forcément avoir de remords pour son ancienne victime, et surtout le truc de loup blanc, c'est un alias qui ne prendra jamais dans les comics. Le loup blanc, c'est un autre personnage dont on parlera dans la vidéo MCU vs Comics Black Panther évidemment. Et voilà. La Veuve Noire est présente dans le film et je vais en profiter pour faire encore une fois un crochet avec Bucky. Dans les comics, l'histoire d'amour entre la Veuve Noire et le Soldat d'hiver, c'est vraiment un truc très important pour les deux personnages qui du coup est totalement pas présent dans le MCU. C'est un peu dommage, mais les deux personnages ont eu des super adaptations donc c'est pas grave. On va du coup de nouveau parler d'abord des gentils et le premier c'est Sam Wilson, le Faucon. Alors dans le MCU, du coup, c'est un ancien soldat parachutiste qui avait des ailes au lieu d'un parachute. Va savoir pourquoi, ça, je trouvais ça un peu chelou. Mais du coup, ça justifie que le mec, il est super fort au combat, puisque c'est un soldat entraîné. Il possède du coup son espèce de jetpack modifié, c'est plutôt sympa. Il a d'abord un costume très gris, pour plutôt s'orienter vers un costume qui ressemble à celui des comics d'ici la série. Et en fait, la différence principale, et encore une fois, c'est un truc compréhensible comme avec ce qu'ils ont fait avec Bucky, c'est que dans les comics, Faucon, c'est un aborigène qui va être manipulé justement par Crâne Rouge et son cube cosmique pour en faire un mec qui peut parler avec les oiseaux. Ouais. Et du coup, il va finir par rencontrer Captain America, ils vont devenir alliés, et il va devenir donc son sidekick, et voilà, il utilise son espèce de harnais pour voler, planer, et du coup il peut parler télépathiquement avec les oiseaux, dont son faucon Red Wing, aile rouge, qui est du coup un drone dans le MCU, puisque Sam ne parle pas aux oiseaux dans le MCU. C'est certes une assez grosse différence, mais encore une fois, c'est pour que le récit soit beaucoup plus cohérent, comme on voit un enfant au champ de bataille, faire que Crâne Rouge modifie un mec pour le faire parler avec les piafs, c'est pas non plus le... Voilà, vous avez capté. Par contre, l'autre chose qui va être assez différente, c'est l'agent 13, Sharon Carter, donc comme dans les comics, elle est la nièce de Peggy, et comme dans les comics, ça va commencer à tourner un peu autour de Steve. Ils vont finalement se pécho dans Civil War. Et en fait, la grosse différence, c'est que dans les comics, chaque personnage majeur, on va dire, ils ont leur grande histoire d'amour. Peter Parker et Mary Jane, Thor et Jane Foster, Cyclope et Jean Grey, Hulk et Betty, et Captain America et Sharon. Et oui, c'est Sharon son grand amour. D'ailleurs, quand lui deviendra vieux, elle deviendra vieille aussi par un autre procédé pour qu'ils puissent toujours rester en couple sans que ça devienne bizarre. Quand il redeviendra jeune, elle redeviendra jeune plus tard aussi, et en fait, voilà, ils s'aiment vraiment, ils ont adopté un enfant, contexte particulier, mais vous avez capté l'idée. Et en fait, voilà, dans les comics, dans le MCU, le rôle va être totalement différent. Ils vont se pécho dans Captain America Civil War, pour que dans Infinity War, Steve l'ait totalement effacé de sa tête et ne pense qu'à Peggy, encore plus dans Endgame. Ce qui est assez bizarre, mais bon, ils aiment bien abandonner les histoires d'amour en cours dans le MCU, pour le meilleur ou pour le pire, et puis ma foi, voilà, elle devient un personnage très secondaire pour devenir plus tard une vilaine dans la série, à voir ce qu'il attend. Et puisqu'on parle des vilains, c'est l'heure. Le premier vilain qu'il y a dans le film, et ça, incroyable surprise, c'est George Batroc. Alors comme dans les comics, il a son espèce de truc violet et jaune, bon là du coup c'est pas un costume intégral, mais c'est une petite référence sympa. Comme dans les comics, c'est un as de la savate, c'est un vrai art martial, et du coup il va se battre contre Captain au début du film, il va revenir plus tard, et c'est plutôt sympa. C'est un vilain de 3ème zone, même s'il est assez connu dans les comics, il est relativement nul, c'est souvent un comic relief, un peu comme le Shocker dans Spider-Man. Et ce qui est cool en fait, c'est que Batroc c'est un personnage qui est français, donc en VO et dans les autres langues, il a un accent français, il parle même en français des fois, mais en VF, comment tu fais pour un français ? Et c'est assez sympa ce qu'ils ont fait, ils en ont fait un québécois, canadien, excusez-moi si je me trompe, en tout cas voilà, il a cette espèce d'accent du Canada ou du Québec du coup, et c'est sympa comme petite référence je trouve. On découvre ensuite l'agent Sitwell du Shield, là le chauve, là encore c'est très différent, puisque dans le MCU, c'est du coup un agent d'Hydra infiltré au Shield, une pourriture qui finit par mourir écrasé par un camion. Et dans les comics, non, c'est un des agents du Shield les plus célèbres des comics. C'est un gentil, du coup, tellement gentil que quand il va mourir, il va être ramené à la vie sous forme de zombie. Oui, le Shield est relativement extrême, mais voilà, Sitwell n'est pas censé être un méchant. Le prochain qu'on voit, c'est Brock Rumlow. Ça fait partie de ces personnages qui, en tant que grand fan de comics, juste entend son nom, t'es là, ah. Et donc Brock Rumlow, il va devenir Crossbone par la suite, et on en reparlera du coup quand on parlera de Civil War. Dans l'équipe de Rumlow, il y a ce mec, Jack Rollins. Je suis sûr que vous voyez sa tête, c'est un des mecs qui se bat dans l'ascenseur.
Et bah lui aussi c'est un personnage tiré de comics, et comme Sitwell c'est relativement différent. Je vous l'ai dit quand on a commencé à parler du film, il y a un arc dans les comics où le Shield est infiltré par des taupes de l'Hydra. Et Nick Fury, il a quelques hommes de confiance, dont Sitwell, et il va en placer un pour qu'il trouve les taupes de l'Hydra et qu'il lui les dénonce. Et ce mec, eh ben, c'est Jack Rollins, qui du coup dans le MCU n'est qu'un simple soldat de l'Hydra infiltré dans le Shield. Et c'est pas fini avec ces personnages et cette storyline, puisque le grand méchant du film, Alexander Pierce, eh ben, c'est un des changements qui me déçoit le plus du MCU en vérité. Dans les comics, Alexander Pierce, déjà, il est jeune, c'est un agent du Shield très haut placé, et justement, dans cette fameuse storyline d'infiltration, tout le Shield finit par être corrompu, et Nick Fury est contraint d'aller se planquer, de faire le mort, et il y a un homme qui va rassembler tous les derniers bons agents du Shield, qui va former les Secret Warriors, une équipe composée de jeunes super-héros pour être l'unité d'élite du Shield, et cet homme, eh ben, c'est Alexander Pierce. C'est vraiment le plus vaillant des vaillants qui est au service de Fury. Et du coup, dans le MCU, c'est un méchant sénateur corrompu par Hydra qui utilise le soldat de l'hiver. Et je trouve ça un peu dommage parce que la storyline du film est très bonne en fait. Et ils auraient pu tout simplement appeler ce personnage différemment plutôt que de name drop Alexander Pierce. Donc voilà, ça c'est un peu dommage, mais dans les deux cas, le personnage est très cool, mais il est très différent. Et maintenant qu'on en est à parler de personnages qui sont très différents dans les films et dans les comics, je pense qu'il est l'heure de passer à Captain America 3. Civil War. Et oui, parce que du coup c'est dans ce film qu'on voit l'apparition de Helmut Zemo, qui du coup est à l'opposé total du personnage dont il porte le nom. Encore une fois, c'est un name drop assez bizarre, et c'est un truc que le MCU a commencé à faire en mi-phase 2, que j'apprécie qu'à moitié. Et en fait, dans les comics, du coup, Helmut Zemo, c'est le fils de Heinrich Zemo, un des généraux d'Hydra pendant la guerre mondiale, qui va prendre du coup le relais de son père ainsi que sa chaussette, qui va mettre sur la tête. Et du coup, c'est un épéiste très doué, c'est un super vilain qui en veut personnellement à Captain America parce que c'est un nazi de merde. Et il a un rôle de fou dans les comics, puisqu'il est notamment le chef, en plus de l'Hydra, des Maîtres du Mal, une équipe de super vilains qui va souvent affronter les Avengers, mais deviendra également le chef et fondateur des Thunderbolts, qui sont en fait les Maîtres du Mal qui ont mis des costumes de gentils pour se faire passer justement pour des héros pour pouvoir infiltrer le Shield et voler des informations. Et là il va devenir du coup Citizen 5, le Baron Zemo, toujours avec sa célèbre épée. Et donc en fait ça n'a pas trop de rapport avec un Sokovien. Un Sokovien n'existe même pas dans les comics. Ça n'a pas de rapport avec un Sokovien qui veut se venger de ce que les Vengeurs ont fait. Encore une fois, comme avec Alexander Pierce, je trouve que la storyline et le personnage ils sont vraiment bons, c'est vraiment intéressant et c'est un angle qui est pas vu dans les comics, donc c'est bien d'avoir fait ça. Mais pourquoi avoir appelé ce mec Zemo? Est-ce que c'est juste pour hype les fans de comics en vous disant vous avez vu, il y a Zemo, mais du coup ces fans-là vont être déçus en voyant Zemo. Il s'est plus ou moins rattrapé dans la série, mais ça reste pas Zemo. Après, c'est pas un nazi donc c'est pas plus mal, mais voilà, c'est un name drop assez bizarre. Dans le MCU, c'est donc un soldat qui veut se venger de Captain America et qui est un espèce de terroriste. Dans les comics, c'est un peu différent, puisqu'en fait c'est le clébard de Crâne Rouge qui va envoyer dès qu'il a des bases besognes à faire. Crâne Rouge étant absent du MCU suite à Captain America 1 où il est mort, c'est normal que le rôle de Crossbone ait changé. Parmi les autres personnages qui apparaissent du coup dans le film et qui sortent des comics, on a Miriam Sharp, qui est tout droit tirée de Civil War, l'histoire qui est adaptée. Et le rôle en fait c'est le même. En gros, Miriam Sharp, elle perd son fils dans les événements qui déclenchent Civil War dans le comics et dans le film, et elle reproche ça directement à Iron Man. Ça va profondément le toucher, ça va le pousser justement à déclencher cette fameuse guerre. Cette fameuse guerre, parlons-en. Dans les comics, ce qui se passe, c'est qu'il y a un événement causé par des super-héros maladroits qui va provoquer la mort de plus de 600 personnes, dont énormément d'enfants, puisqu'il y a une explosion qui va raser toute une école à Stamford. Pour ajouter à ça qu'il y a eu plusieurs événements avant qui ont fait que les gens commencent à en avoir ras-le-bol des super-héros parce qu'ils font n'importe quoi, et il y a une loi qui est mise en place, la loi de recensement. Les héros sont obligés de recenser leur nom et leur identité au gouvernement, et donc de devenir en quelque sorte des super flics. Et forcément, ils sont pas tous d'accord avec ça, ils ont des vies à protéger, des familles à protéger, les tensions vont monter relativement vite, et du coup on va se retrouver réellement avec un énorme groupe de super-héros qui refusent de s'engager, ils sont plus d'une cinquantaine, ils vont se rallier derrière Captain America. Et de l'autre côté, Iron Man, marqué par Miriam Sharp, et qui de toute façon n'a pas d'identité secrète, il va être là, si, il faut qu'on fasse ça, les gens le méritent, on a fait trop de conneries, il faut qu'on soit encadré.
il va être rejoint par quelques super-héros, mais il va principalement recruter des super-vilains parce que il n'a pas assez de personnes dans son équipe pour tenir tête à celle de Captain America, et du coup, il va leur offrir l'amnistie à ces méchants. Dans les comics, du coup, c'est relativement différent, puisque l'histoire en elle-même, ça me dérange pas que ce soit différent. Dans le MCU, du coup, en fait, c'est Bucky qui assassine T'Chaka, et du coup, ça va lancer une traque, et Steve ne veut pas que son meilleur ami se fasse juger et buter pour des crimes qu'il n'a pas commis volontairement. Et en fait, je sais si je vous dis pas de la merde, mais il me semble que c'est ça l'histoire. Enfin bref, vous avez capté, vous avez vu le film. Et du coup, ça va relancer les tensions, puisque comme dans les comics, les Avengers, ils ont fait pas mal de merde, notamment en Sokovie, etc., où ils ont détruit des villes. Et donc, la population commence à en avoir un peu marre. La loi de recensement, elle sort aussi plus ou moins. C'est les accords de Sokovie. Et il y a le camp qui est d'accord de les signer, et le camp qui est pas d'accord de les signer. La différence majeure, du coup, c'est qu'ils sont 5 contre 5, alors que dans les comics, ils sont énormément, puisque ça impacte tous les super-héros. Là, ça en impacte un peu beaucoup moins, du coup, c'est un peu dommage d'avoir appelé ce film Civil War. Je pense qu'il aurait très bien marché sans le titre. Mais là, par contre, c'est vraiment afin de vendre le truc, puisque forcément, les fans de comics ou non, Civil War, c'est quand même très connu. Donc tu vois ça, tu te dis, ok, ça a l'air stylé, je vais y aller. Et le film est quand même très bien, hein. Mais l'histoire, du coup, ça n'a rien à voir, et c'est un peu dommage. Puisqu'on parle du coup du soldat d'hiver encore, on découvre que c'est le personnage de Vassili Karpov qui lui a fait les expériences et qui lui a lavé le cerveau, tout ça. C'est le même gars qui fait ça dans les comics. Et en fait, on découvre que ce Karpov, il s'est pas contenté d'utiliser Bucky, il a aussi fait une équipe de 5 super soldats russes. Et même s'il n'y a rien qui le confirme, personnellement, je pense que c'est un peu une référence à la Winter Guard, les Avengers russes des comics, qui sont à la base également 5. Et en fait, pourquoi je pense ça ? Parce que y a un de ces mecs qui s'appelle Joseph, c'est le seul qui est nommé, si je dis pas de conneries, il s'appelle Joseph. Et en fait, le Red Guardian, du coup, original, c'est Joseph Petkus, donc voilà. Y a un mec qui est très massif avec une grosse barbe, ça peut faire penser à Ursa Major, qui est un mutant dont le pouvoir c'est de se transformer en ours. Après bon, y a un autre film du MCU qui viendra peut-être invalider cette théorie, mais voilà. Et il y a une blonde aussi qui fait penser à Darkstar, l'héroïne de la Winter Guard, qui est tout simplement blonde. Oui, c'est pas une grosse ressemblance à part les cheveux, mais voilà, moi ça m'a fait penser à ça. Et puis, ma foi, on a fait le tour des films Captain America, hein. Alors certes, il y a des personnages qui sont apparus aussi dans les films Avengers, mais on parlera des films Avengers une autre fois. Je vous promets, comme on a beaucoup attendu, je vais sortir le MCU vs Comics de la trilogie Thor très bientôt, donc abonnez-vous pour pas rater ça. Et voilà, j'espère en tout cas que vous avez apprécié la vidéo, que vous avez appris des choses surtout, c'est le plus important. Si les personnages de Captain America vous intéressent, il y a les vidéos sur Bucky et Sam disponibles déjà sur la chaîne. C'était Warvel et je vous dis à la prochaine. Ciao!